Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Ici Kevin Buckhart, le théoricien préféré de ton incohérence préférée. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gros morceau en plusieurs parties. Je sais que vous les adorez, mais je sais que vous allez encore plus adorer le sujet. Comme promis depuis quelques temps, nous allons aujourd'hui nous pencher sur ce qu'on appelle les plot holes laissés par le MCU depuis le début de la phase 4 et de la saga du multivers. Les plot holes peuvent être traduits de manière littérale par des trous de l'intrigue. Ce qui veut pas dire grand chose, je vous l'accorde. J'ai pas compris. Mais disons que c'est un mélange entre incohérence et intrigue non résolue. Ce qui veut dire que ce ne sont pas juste des erreurs de scénario, mais des intrigues laissées en suspens qui ne pourront pas toutes trouver de suite. Et ça, Marvel en sont des experts. Mais c'est aussi ce qui nous permet de théoriser et parfois d'analyser quand un plot hole devient une référence des années après. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo, que nous allons catégoriser en 5 grands axes. L'axe planète Terre de l'univers 616, l'axe galactique, l'axe surnaturel, l'axe multiversel et bien sûr l'axe de la menace Kang. De quoi passer un bon moment. Bref, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à gonger la petite cloche pour ne plus rien rater. Eh oui, parce que c'est grâce à ça que j'achète mon pain. Ma boulangère qui adore que je paye en like. Allez, on se prépare à entrer dans la spoiler zone, vous en avez l'habitude désormais, vous êtes prévenus. Il est temps de nous lancer dans le monde fou des plot holes. Avengers Assemble. Mais avant de commencer ces folles théories, place aux partenaires de la vidéo. Et si je te disais qu'il était possible de voir tes films, séries et animés préférés, non disponibles en France, en toute légalité pour presque rien grâce à CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est le VPN que j'utilise personnellement depuis des années. Véridique. Il est super simple d'utilisation et extrêmement fiable. En gros, tu sélectionnes le pays ou la plateforme de streaming qui t'intéresse, et hop, t'es connecté en Arkansas. Un VPN, à la base, sert à te protéger. On pense toujours que ça arrive qu'aux autres, mais les Wi-Fi publics dans les aéroports, les gares ou les fast-foods sont les lieux préférés des hackers. Crois-moi, j'en ai été victime. Avec CyberGhost VPN, tes infos personnelles sont protégées et tes données sont cryptées, ce qui est donc presque indispensable en télétravail ou en déplacement. Mais surtout, un VPN te permet de te connecter sur l'un des 11 000 serveurs dans 100 pays pour profiter des services de plus de 40 services de streaming de ces pays. Ce qui te permet de profiter des catalogues gigantesques des États-Unis ou même du Japon. Mais surtout, petit secret entre nous, de profiter des films Marvel quelques semaines après leur sortie au cinéma. Et en changeant ta localisation en ligne avec CyberGhost VPN vers la Belgique en seulement 3 clics, tu peux même accéder aux courses de moto et automobiles en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Outre ça, notre Trustpilot au top, j'ai choisi CyberGhost VPN car il coche toutes les cases. Possibilité de l'utiliser sur 7 appareils en même temps et sur toutes les plateformes, Windows, iOS, Android et compagnie. Il est utilisé par 38 millions d'utilisateurs. C'est beaucoup. Et un support 24 heures sur 24. C'est pratique. Mais surtout en ce moment, ils ont une offre immanquable à 2,03 € par mois avec 4 mois gratuits. Ce qui nous fait une réduction de 83%. Merci papa. Donc, c'est le moment parfait pour l'essayer. T'as rien à perdre puisque c'est satisfait ou remboursé. Merci à eux de sponsoriser la vidéo et toutes les infos sont à retrouver dans le lien en description. Après 16 ans de films et séries au service d'une seule et même narration, Marvel a ces dernières années un peu pataugé dans la semoule. En même temps, alors que la saga de l'infini tournait globalement autour de la même équipe, celle des Avengers, et vers le même but, la menace de Thanos, la nouvelle saga du multivers, elle, ne semble pas vraiment savoir où elle va. Et c'est le souci global de cette saga. Nous sentons certes que le multivers est en toile de fond, sans jamais réellement comprendre ce que ça implique. Mais en parallèle, évoluent des histoires qui paraissent toutes décorrélées les unes des autres, voire même des histoires qui semblent vraiment peiner à concrètement ouvrir de nouvelles voies. Malgré tout, mis bout à bout, nous pouvons commencer à imaginer le MCU de demain. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur ce qu'il se passe sur la Terre dans l'univers 616, qui encore aujourd'hui est l'axe principal développé par le MCU de Feige. La disparition des plus grands Avengers a fait perdre à Marvel bien plus qu'on ne le pense. Certes, nous sommes tous orphelins de Tony et Steve, mais les personnages restants, eux, le sont encore plus. La phase 4 étant presque une phase de transition, voire de transmission, du MCU pré-Endgame à celui des nouveaux personnages. Même si nous n'allons pas procéder de manière chronologique, commençons par Wanda. Elle qui a ouvert cette saga. L'histoire de Wanda est tragique. Déjà à l'époque, le personnage a la vie la plus difficile, son monde s'est arrêté en même temps que celui de Tony et Steve. Oui, Wanda a toujours été très liée à ces deux personnages. Tony étant le responsable de sa condition par son armement, il a ensuite toujours tenté de la contrôler. Quand Steve, lui, a pris le rôle de mentor pour elle. Et je proposerais que Wanda et vous soyez réintégrés. Wanda? Pourquoi Wanda? Elle va bien. Elle est consignée dans notre base.
Vision lui tient compagnie. Oh, c'est pas vrai. C'est toujours pareil. Chaque fois que je crois que vous avez compris quelque chose... d'hectares, une salle de projection, un couloir de nage, franchement, on a vu pire comme protection. Comme protection? Vous appelez ça de la protection? C'est un internement, oui. Elle n'est pas américaine, on n'accorde pas de visa aux armes de destruction. Mais enfin, Tony, elle est jeune. Je ne veux plus en parler. Endgame signe donc la mort de tout ce qu'elle a connu. L'amour, la famille et même son but. Sa trajectoire est depuis une longue descente aux enfers. Dès lors, Wanda a fait place à la Scarlet Witch, qui n'est finalement que l'antagoniste de Multiverse of Madness. Elle qui finit d'ailleurs ce film en disparaissant sous les décombres du mont Wundagore. Et c'est là notre premier plot hole. Est-elle vraiment morte? Je sais que dans l'univers Marvel, si nous ne voyons pas la mort, alors il n'y a pas de mort. Ça a été vrai pour Bucky, pour T'Challa ou encore le Crâne Rouge. Seulement, cette Wanda, corrompue par le Darkhold, n'a plus grand chose à raconter. Et je pense que nous la reverrons, mais pas dans l'univers 616. Plutôt du côté des X-Men. Une manière pour Marvel de faire un soft reboot avec un personnage qui a déjà subi trop de traumatismes et qui semble irrécupérable. Ce qui expliquerait cette drôle d'apparition de Ralph Bonner en tant que Quicksilver dans WandaVision. Une blague qui avait été plutôt de mauvais goût pour les fans, mais étant donné que les X-Men sont désormais canons dans le MCU, il se peut que Peter Evans soit finalement réellement un variant de Quicksilver dans cette nouvelle version des jumeaux Maximoff auprès de leur père Magneto. Même si je sais très bien que le frère de Wanda est déjà mort dans le MCU. Concernant White Vision, sans Wanda et les Avengers, peu de futur s'offre à lui. Malgré tout, la série White Vision semble rester dans les discussions. Mais alors pour faire quoi? N'étant plus le Vision que nous avons connu, il a disparu avec le reste de l'équipe. On peut donc imaginer, comme dans les comics, le voir se lier à différents projets, tels que Armor Wars, des West Coast Avengers, pourquoi pas, ou encore les Young Avengers. Car de nombreux projets nous présentent les personnages de la jeune équipe de héros. Nous avons vu Isaiah Bradley alias Patriot, Cassie Lang alias Stature, Kate Bishop en Hawkeye ou encore America Chavez, Scar, Miss Marvel et très bientôt Wiccan. On peut même imaginer pouvoir ajouter Kid Loki, Iron Heart ou Philavel. Cette équipe est dans les comics très liée à Kang, puisque c'est une version jeune du Conquérant qui les a unifiés autour des données de Vision, même si pour le moment, c'est Kamala qui semble avoir pris ce rôle dans la post-crédit de The Marvels. Seulement, mis à part cette scène, aucun projet Young Avengers n'est pour le moment en vue. Et les rumeurs semblent plutôt nous mener vers une intégration directement dans un film Avengers. Mais alors, qui sont ces nouveaux Avengers? Sans Shield ni Tony, l'équipe semble totalement relayée au second plan, puisque 5 ans après le dernier film, la seule information dont nous disposons se trouve dans la scène post-crédit de Shang-Chi. L'équipe se compose aujourd'hui de Wong en tant que sorcier suprême, Shang-Chi donc, Captain Marvel et Bruce Banner, tous peinant à recruter de nouveaux membres. En imaginant que Sam Wilson et Joaquin Torres puissent les rejoindre en tant que Captain et Falcon, on peut pas dire que ce soit l'équipe la plus impressionnante qu'on ait vue. En parlant de Captain, l'un des plot holes les plus importants de ce début de saga est la disparition sans laisser de traces du héros le plus important du MCU. Et c'est justement Joaquin Torres qui est le seul à véritablement en parler, évoquant la rumeur selon laquelle Steve est sur la Lune. Il faut que je vous demande parce qu'il y a trop de trucs qui circulent sur le net à propos de Steve Rogers. Certaines personnes prétendent, pas moi, hein, qu'en fait, il est sur la Lune, sur une base secrète, et qui veille sur nous. Mais qu'est-ce que tu fous là? Personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre la raison pour laquelle ils n'ont pas trouvé une place ou une simple histoire pour expliquer sa disparition. En vrai, une phrase aurait suffi, une version officielle quoi. Peut-être avec un peu de chance, on le découvrira dans le prochain film Captain America Brave New World. Une série qui, encore une fois, termine la précédente saga en jouant sur la transmission plutôt que sur la continuité, puisque ce nouveau Captain semble tout simplement aussi absent que Steve, car même dans les événements de Secret Invasion, où le président des États-Unis est attaqué, Sam n'est même pas mentionné. Bref, mal fichu cette histoire. Mais c'est pas le seul plot hole que nous laisse la série Falcon and the Winter Soldier. Souvenez-vous, l'agent 13, ancien agent du SHIELD, est désormais connu sous l'identité secrète du marchand d'armes, le Power Broker. Une scène post-crédit qui nous montre qu'elle est désormais infiltrée au sein des institutions américaines. Et on y découvre qu'elle propose à un potentiel acheteur d'acquérir des prototypes d'armes. Une scène qu'on a clairement l'impression d'avoir vue il y a des années, tant rien n'en a découlé. Tout comme Falcon and the Winter Soldier, qui se passe officiellement en 2023, alors que le MCU est dorénavant fin 2026. Bon, il y a de grandes chances quand même que nous la revoyons dans le projet toujours en développement Armor Wars. Mais on peut tout aussi bien imaginer qu'elle sera le marchand d'armes des nouveaux super vilains de l'aspect street level, comme ont pu le faire les équipes du Vautour dans Homecoming. La série entame également le recrutement par Valentina Desfontaines d'une équipe de anti-héros, avec notamment US Agent et Yelena Belova. Des scènes qui devraient nous mener tout droit à Thunderbolt, et espérons-le, à cette gigantesque tête de Céleste dans la mer Arabe, qui est probablement le plus gros plot hole de la phase 4. Puisque oui, à part une toute petite référence dans She-Hulk, personne n'en fait mention.
Tout comme la face d'Arishem dans le ciel de Londres, disons-le. Mais bon. Espérons donc que ces incohérences soient comblées, car personnellement, elles commencent un peu à mériter. Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux, donc là à tout moment ça part en fait. Allez, on enchaîne avec le Wakanda. La mort de Chadwick Boseman a mis Disney dans une situation très complexe. T'Challa devait devenir le prochain leader des Avengers et allait prendre une place de plus en plus importante pour la suite. Seulement, Disney n'a pas su quoi faire au moment de la disparition de l'acteur. Devait-il le recast ou avancer sans Black Panther? Personnellement, je pense qu'ils auraient vraiment dû le recast. Oui, Black Panther est devenu immédiatement un symbole planétaire, et Chadwick avec. Seulement, je pense que c'est Black Panther qui a fait le symbole Chadwick et pas l'inverse. Même si c'est difficile à dire, je pense donc qu'après quelques années, Black Panther aurait dû être recasté. Mais Marvel a pris à la place la décision de faire un film hommage à son acteur décédé brusquement. Décision que je respecte totalement, mais qui selon moi ne va pas dans le plan du MCU. Ce qui a causé quelques petits soucis. Déjà, concernant la fin du premier film, qui devait nous mener à une sorte de West Coast Avengers. Mais aussi dans ce deuxième film. Encore une fois, nous nous retrouvons encore dans la clôture d'un cycle, une sorte de transition, et on oublie d'aller réellement de l'avant, puisque le film ne nous emmène rien de concret. L'histoire a très peu avancé entre le début et la fin. Le Wakanda est un état sans souverain, avec énormément de plot holes. Le premier, le plus évident, est la scène finale où M'Baku se retrouve sans challenger dans l'arène des chutes d'eau, faisant logiquement de lui le nouveau souverain du Wakanda et potentiel Black Panther. Enfin, on imagine. De la même manière, que va-t-il advenir du petit T'Challa? Est-ce qu'on va devoir attendre encore 10 ans pour imaginer le voir reprendre le titre de son père? Sans compter que Shuri semble avoir abandonné son poste. Elle, qui pourtant possède aujourd'hui encore officiellement le titre. Bref, Black Panther Wakanda Forever ne répond pas aux enjeux et nous offre une nouvelle transition vers l'inconnu, laissant la menace Namor dans le flou, car avec la saga du multivers, nous ne voyons pas vraiment comment Talokan et le peuple des eaux pourront prendre plus d'importance. Sans oublier l'introduction d'Iron Heart, qui semble avoir été mis là, puisque le film se base presque intégralement sur des héros féminins et noirs. Ce n'est pas une critique, mais simplement un fait. Les méchants sont des hommes, les gentils sont des femmes. Alors que le premier film intégrait un pays africain dans les enjeux du monde, celui-ci se renferme sur lui-même et sa communauté. Une Iron Heart qui du coup est rentrée chez elle, et que nous retrouverons dans sa propre série. Mais rassurez-vous, Disney a prévu de rattraper la chose avec 2 séries dédiées au Wakanda, une animée et l'autre non, qui seront officiellement canon au MCU. Une manière à moindre coût de développer l'histoire de ce peuple et de remettre, on l'espère, sur les rails, une nation qui devait être primordiale dans le MCU post-Endgame. Et en parlant de nation, faisons un rapide état du monde. La Terre semble désormais peuplée de nombreux méta-humains. Si rare à l'époque, la série She-Hulk nous prouve qu'ils sont devenus monnaie courante, puisque des cabinets d'avocats se sont même développés dans la défense des droits de ces super-humains. Le seul souci, il n'est jamais réellement expliqué comment tous ces personnages de She-Hulk se sont soudainement retrouvés à vivre dans le monde du MCU. Bon, ici on va pas nécessairement parler des incohérences crasses de la série, comme le robot Kevin ou les scénaristes, car j'ai encore du mal à me dire que c'est réellement canon. Mais l'explication pourrait se trouver du côté de New Asgard, qui comme expliqué dans The Marvels, semble être devenu un refuge extraterrestre sur Terre. Un véritable problème suite à la série Secret Invasion, qui nous montre de manière assez éclatée que les Skrulls nous ont envahis depuis des années. La série se finit même sur une déclaration de guerre des États-Unis contre tous les aliens vivant sur Terre. Et avec la proposition d'asile de Valkyrie pour les survivants de la colonie Skrulls, la Terre devient donc la seule planète des Skrulls restants aujourd'hui. On peut donc présumer que New Asgard est devenu un état ennemi des États-Unis. Donc oui, encore une nouvelle histoire de fou qui ne sera sûrement jamais développée. On fera un résumé rapide à la fin, mais ça commence à faire pas mal d'histoires qui partent dans tous les sens. Toujours dans Secret Invasion, nous apprenons que l'agent Ross, mais surtout War Machine, ont été remplacés par des Skrulls. Alors depuis quand? Beaucoup d'hypothèses sont possibles. Notamment depuis Civil War pour Rhodes et Wakanda Forever pour Ross. Mais encore une fois, c'est tellement flou, je suis même pas sûr qu'un jour ils nous le diront. Donc niveau plot holes, nous en sommes là. Des millions de Skrulls sont encore sur Terre, on ne connaît pas leur impact, et Fury est allé jouer avec des chatons dans l'espace. Yes. Du côté des UK, la série nous présente Sonya Falsworth, une agent britannique qui recrute Gia, fille de Talos, détentrice des pouvoirs de tous les Avengers. Rien que ça. Sûrement un plot holes qui pourrait nous mener à la création d'une nouvelle équipe britannique, avec pourquoi pas Kit Harington et Salam Deben et Blade qu'on a vu tous les deux dans la scène post-crédit d'Eternals. Sans oublier Moon Knight et sa nouvelle personnalité, Jake Lockley. Et hop, une nouvelle direction qui nous mène peut-être aux Midnight Suns. Mais ça, on en parle dans la prochaine vidéo. Du côté de la Chine, Yang Li, sœur de Chang-Chi, a repris la tête de l'organisation du Papounet. Bon, après on entend parler des 10 anneaux tous les 10 ans, donc bon, on verra où ça mène. Du côté des États-Unis, et même si on ne parle que d'eux depuis le début, les choses changent. Damage Control semble avoir pris de plus en plus de pouvoir. Nous les avons vus dans le procès de Peter, c'est également eux qui supervisent la détention de l'Abomination, et ils font partie intégrante de l'intrigue de Miss Marvel. Damage Control a été créé par Tony Stark au lendemain de l'attaque de New York.
Elle avait pour but de nettoyer les dégâts causés par les Avengers. Mais avec la mort de Tony, l'organisation a été récupérée par le gouvernement, qui a mis la main sur la technologie Stark pour devenir une agence de contrôle des super-humains. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, mais elle aura sans aucun doute un rôle important à jouer à l'avenir. On reste à New York avec les aventures de Peter, qui lui aussi, encore une fois, termine le cycle des Avengers pour enfin devenir le Spider-Man de Manhattan. Alors évidemment, le film regorge de plot holes, Sony et Disney ayant toujours du mal à se mettre d'accord. La plus flagrante étant l'utilisation du symbiote qui vient et repart, laissant une petite tâche qui, je l'espère, aura un jour son importance. On peut aussi parler des sous d'un pouvoir magique de Ned, ou du fait que malgré que personne ne se souvienne de lui, MJ garde en souvenir le collier qu'il lui a offert. On devrait d'ailleurs la revoir dans Spider-Man 4. Et du coup, No Way Home laisse énormément de pistes ouvertes pour la suite. Mais tout nous laisse à croire que désormais, il fera partie des justiciers de New York dit Street Level, aux côtés de Daredevil et Punisher notamment, puisque la scène de fin de Echo nous prépare à l'avènement du Caïd en tant que maire de New York. On peut d'ailleurs imaginer que l'un des plot holes de New York soit enfin résolu. Je parle de l'identité de celui qui a acheté la Stark Tower évidemment. Donc dites-moi en commentaire, selon vous, qui a bien pu l'acheter. Bon, comment finir cette vidéo sans parler du gène X? Évoqué rapidement dans Miss Marvel, il est le début des mutants dans le MCU. Pourtant, encore une fois, durant toute la série, les pouvoirs de Kamala semblent venir de ses origines en tant que Jean. Mais vous commencez à comprendre, on n'est plus à une incohérence près. Bon, après, un élément est en train d'être mis en place de manière plutôt efficace. Il s'agit du sentiment sinueux de xénophobie. Depuis l'apparition des super, il n'est arrivé que des catastrophes à la planète Terre. Et malgré que les humains aient tenté de résister avec les accords de Sokovie, Thanos a tout fait voler en éclats. Seulement, désormais la Terre est peuplée d'extraterrestres, pas toujours très amicaux, et de super-humains à tous les coins de rue. Et l'homme étant ce qu'il est, il risque bientôt de rejeter ce qu'il ne comprend pas et qui lui fait peur. Le premier d'entre eux, évidemment, étant le président américain qui a déclaré la guerre aux aliens. Et bientôt, le nouveau maire de New York, Wilson Fisk, qui va interdire les super dans sa ville suite à son expérience avec Echo. Un terreau craignos, mais parfait pour accueillir les X-Men, qui dans leur histoire ont toujours été rejetés par l'humanité. Bref, si on résume rapidement, Wanda et Vision ont disparu, les Young Avengers devraient faire leur apparition quand les Avengers, eux, sont décimés, tout comme le Wakanda. La xénophobie monte et les gouvernements s'équipent en créant leurs propres équipes, avec les Thunderbolts et les Midnight Suns. Et il y a des super partout, mais aucun ne vont dans la même direction. Donc, oui, le MCU est parti dans tous les sens depuis Endgame. Et attention, aujourd'hui nous n'avons parlé que des plot holes qui se passent sur la Terre dans l'univers 616. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons de l'aspect mystique et surnaturel, du multivers, de l'axe galactique et de la menace Kang. Un sacré morceau donc. Alors évidemment, pour parler de tout ça et pas faire une vidéo de 2 heures, on est resté en surface. Si jamais l'un de ces axes vous intéresse et que vous voulez rentrer plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car je les lis tous et j'en ferai potentiellement des vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de sonner la cloche. Et si vous voulez continuer la discussion, ça se passe directement sur le Discord de la chaîne, Marvel FR, dont le lien est en description. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description de la vidéo pour profiter de l'offre exceptionnelle de moins 83%. C'est aujourd'hui le meilleur moyen de se protéger, mais surtout de profiter du catalogue de toutes les plateformes de streaming à l'étranger. Et ça, pour seulement 2,03 € par mois. Et perso, je l'utilise absolument tous les jours. Bref, le lien est en description. Et surtout, n'oubliez pas d'être curieux. Il paraît que ça rend heureux. Ciao!